Bonsoir à tous. Nous sommes très très heureux de vous accueillir pour cette troisième conférence de notre cycle de notre cycle de conférences de l'école d'architecture de Paris Malaquais. On est particulièrement heureux et fiers d'accueillir Arduino Cantafora. Que dans un instant Océane Ragoussi va nous présenter. Océane qui s'occupe de ce cycle de conférences et qu'on remercie encore. Cette conférence est aussi diffusée en direct sur YouTube et Instagram Live, c'est ça, et elle est également à revoir, elle sera enregistrée. Voilà, donc très bonne conférence à tous. Je passe la parole à Océane. Merci Jean-Baptiste Dofroment. Alors depuis l'année dernière, avec ce cycle de conférences qu'on a appelé d'autres reliefs, on a vraiment voulu donner la parole à des personnalités qui portent d'autres manières d'exercer, d'autres manières de penser, de produire de l'architecture. Et on a proposé donc de regarder d'autres cartes, d'autres lieux, d'autres liens et ce soir d'autres dessins. Et c'est à la fois donc une manière de questionner et l'altérité et aussi à nous inviter à changer de focale et à déplacer notre regard sur des sujets choisis. Alors je vais vous annoncer le programme qui va suivre après cette conférence. Le 4 avril, on parlera d'autres alertes avec Jade Lingart, journaliste à Mediapart, et Isabelle Régnier, journaliste au Monde. Le 25 avril, on parlera d'autres mines, notamment du lithium en Alsace avec Marie Lechner. Le 2 mai, on parlera d'autres parcours avec des architectes au parcours remarquable, toutes et tous diplômés de Malaquais. Et enfin, le 21 mai, on parlera d'autres écoles avec Patrick Bouchin, Roxane Pellissier de l'école Zéro et Sophie Penn. Vous trouverez le programme très bientôt sur le site de l'école. Avant cela, ce soir, on est vraiment ravis d'accueillir Arduino Cantafora, invité à l'initiative de Matteo Porrino et avec la bienveillance du comité curatorial de l'école qui regroupe une dizaine d'enseignants et d'enseignantes de l'école que je souhaite remercier pour son soutien. Alors, signalons que la communication du cycle est assurée par Hélène Delatte et Patricia Hall. Le design graphique a été réalisé par Tani Gucci en Beauce. C'est Rémi de WRP Productions qui assure la captation. Et merci à Thierry Aveline pour la technique. Bonsoir à vous qui nous écoutez d'autres lieux et peut-être d'autres temps plus tard. Enfin, signalons que c'est François-Xavier Laurin, responsable de la bibliothèque, qui met à disposition des livres et des ressources qui nous permettent de préparer et de prolonger ces conférences. Alors, nos soirées vont être organisées en deux temps. On va d'abord écouter notre invité dans un instant et ensuite la discussion sera ouverte à la salle. Cette conférence est organisée en premier lieu à l'attention des étudiants et des étudiantes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole. Et je vous signale enfin que la conférence est suivie d'un pot qui est bien entendu ouvert à toutes et à tous et qui nous attendra sur la mezzanine de Perret. Si vous ne savez pas où c'est, suivez le mouvement. Alors ce soir, la discussion est préparée par deux enseignants. Matteo Porrino, qui est ingénieur, docteur en histoire de la construction, habilité à diriger les recherches, maître de conférence à Paris Malaquais et chercheur au laboratoire GSA. Et par Mehdi Zanad, architecte DPLG, graveur, dessinateur, musicien et maître de conférence à Paris et Malaquais où il enseigne la représentation et le dessin d'architecture. Merci à vous deux d'avoir accepté d'animer cette conférence. Je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. J'ai le plaisir et l'honneur ce soir d'accueillir et de vous présenter aussi Arduino Cantafora, peintre, dessinateur, architecte, enseignant d'architecture et bien d'autres choses que l'on verra. Arduino Cantafora, né à Milan, très jeune, il nourrit une curiosité pour les formes organiques, l'anatomie, l'entomologie, passion fondatrice toujours vivante pendant ses études d'architecture. Il découvre aussi très vite le langage du dessin, qui devient son instrument de prédilection pour l'appropriation de la réalité naturelle ou construite. Il fait ses débuts comme peintre en affrontant le défi technique de la peinture à l'huile. Il est notamment inspiré par l'œuvre de Caravage, dont il peint des copies.
Au cours de ses études d'architecture au Polytechnico de Milan, il se perfectionne également dans la représentation picturale de l'architecture de la ville historique. Les compétences que les jeunes peintres développent dans ces années-là lui seront précieuses lors de sa collaboration avec l'architecte Aldo Rossi pendant la décennie des années 70. Et ces compétences nourriront aussi l'ensemble de sa production à venir, qui est dominée par la présence de l'architecture comme sujet d'étude. En 1973, Arduino Cantafora expose à la Triennale de Milan la Città Analoga, actuellement propriété du Museo del Novecento de la capitale lombarde. Ce tableau grand format devient le manifeste de la tendenza, le courant architectural novateur qui réintègre des éléments du rationalisme européen du début du XXe siècle, tout en plaçant l'histoire des lieux au cœur de la conception. J'ajouterai entre parenthèses que le courant de la tendenza a fait l'objet, nous l'avons rappelé tout à l'heure, en 2012, avait fait l'objet d'une rétrospective au Centre Pompidou de Paris. Arduino Cantafora participe encore à la Triennale de Milan de 1981 et de 1988, et puis à Venise, il participe à la Biennale d'architecture de 1978, de 1980, et en 1984 à la Biennale d'art. Le milieu des années 80 est marqué par son séjour à Berlin, à l'invitation du Deutscher Akademischer Austauschdienst, le DAAD, donc le centre allemand des échanges culturels. La ville lui inspire une série de tableaux qui seront exposés au musée Martin Gropius Bau à Berlin même. Deux grands formats, par ailleurs, seront en 2006 acquis par le Musée national d'art moderne du Centre Georges Pompidou. Et ils font partie aujourd'hui de plein d'autres œuvres d'Arduino Cantafora en possession du musée. Elles sont actuellement 89, je crois. Durant les années 90, Arduino Cantafora conçoit plusieurs scénographies à la Scala de Milan et sur d'autres prestigieuses scènes d'opéra, comme celle du Festival d'Aix-en-Provence. Son travail de scénographe lui vaut une deuxième place au prix Ubu, la plus importante reconnaissance théâtrale italienne. Entre 2022 et 2023, il est convié à deux expositions collectives, l'une au Musée des Beaux-Arts de Nancy, puis au Centre Pompidou de Malaga. Cette dernière exposition met en avant deux des grands formats berlinois issus de la collection du Centre Pompidou de Paris. Arduino Cantafora a été professeur d'architecture à l'Université de Venise, le UAV, entre 1982 et 1986, à l'Académie d'architecture de Mendrisio de 1998 à 2011 et visiting professor à l'Université de Yale en 1988. En 1989, il est nommé professeur ordinaire à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où il dirige la chaire d'expression visuelle. Et depuis 2011, il est professeur honoraire de l'EPFL. Arduino Cantafora est, pour terminer, l'auteur de plusieurs publications sur l'architecture et l'enseignement, ainsi que divers récits publiés chez l'éditeur italien Einaudi. En langue française, on rappellera notamment La Pomme d'Adrien ou de l'énigme du regard, sorti en 2011. Et puis... 10 pièces pour une maison. Exactement. 15 pièces. 10 pièces. 15. 15 pièces. 15 pièces. C'est une grande maison. 15 pièces pour une maison, c'est ça. Sorti en 2008. En 1988 et puis retraduit en 2002. Okay. Voilà, j'ai terminé. Je laisse la parole à Arduino Cantafora pour cette conférence sur l'art et la science du dessin. Merci Matteo. Je veux remercier le directeur de l'école, Jean-Baptiste De Froment, Mehdi Zana, Matteo Porrino, Océan Ragoussi, Hélène Dalat, les personnes avec lesquelles on a eu le contact pour organiser, pour mettre sur pied cette rencontre. Une rencontre pour laquelle j'ai une envie. J'ai l'envie de, vu que je ne m'adresse pas aux collègues, je m'adresse aux étudiants, aux élèves qui sont la partie principale de notre présence dans les institutions d'une école. J'ai envie de raconter, désormais à mon âge, j'ai 78 ans, donc je ne suis plus un gamin, mais le parcours d'une vie, tout ce
se cache derrière les rideaux. Chacun fait ce qu'il peut faire. Mais c'est aussi intéressant de savoir l'arrière-pensée. Qu'est-ce qui aide à construire le matériel, l'infrastructure mentale qui permet après d'accomplir certains choix. Alors, moi, je ne veux pas vous donner de recettes, c'est-à-dire mes choix, ils ne sont pas les choix uniques. Le monde est varié, on a tendance, on a tension, on a beaucoup de possibilités. Mais l'important est d'être cohérent. Ça, c'est une question dominante. La cohérence d'un choix accompli et après, pas après pas. Dire, la vie il se déroule un peu comme un fil rouge. On le suit. Bien sûr, de temps en temps, il peut même se casser, mais c'est bien aussi, si jamais, de refaire le nœud et de le remettre. Et savoir d'où on vient et quelle est la tendance pour aller vers où. Qu'est-ce que c'est l'intérêt que nous avons en ayant toujours cette idée guide qui nous tienne convaincus de ce que nous sommes en train de faire. Et pour ça, il faut avoir des copains, il faut avoir un entourage de référence qui nous aide à tenir debout cette tendance, parce qu'il faut avoir une certaine force. Autrement, il peut se laisser aller. Alors, dans ce jeu, derrière les rideaux, je commence par une petite provocation. Et c'est la nature qui me le permet de le faire. Je prends, voilà, un coquillage, l'oliva porphyria. Oliva porphyria. Porphyria parce qu'elle porte du rouge. Alors ça, c'est le mystère de la nature. C'est un jeu incroyable. On peut, si on regarde la croissance, on reconnaît tout de suite la suite de Fibonacci, on voit la spirale d'Archimède. On sait bien que la nature il joue avec nous en nous donnant de petites informations avec lesquelles nos théoriciens ils se sont lancés. Ils peuvent aller de cette spirale d'une coquille jusqu'à la spirale à l'échelle de l'univers, et on retrouve toujours les mêmes lois. C'est extraordinaire le fait qu'il y a ce principe. Et en plus, au-delà du côté constructif qui est fondamental, ce qui est très intéressant est que cette coquillage elle est rempli de triangles, comme si un plotter s'était mis pour dessiner, et évidemment, chaque coquillage a son propre code. Il y a, comme l'empreinte des doigts, il n'y a pas une coquille qui est identique à l'autre. Ce sont tous des variations au thème qui se répètent, et vu qu'elle habite dans les eaux relativement profondes entre le golfe de Californie et le Pérou, on ne comprend pas à qui s'adresse ce incroyable suite de dessins qu'il raconte sa vie. Eh bien, ça, c'est un mystère qu'il nous lègue la nature, mystère avec lequel nous devons toujours tenir, le compte. C'est là. Hein? Et c'est l'aspect principal. Si vous voulez la faire, regardez de près, parce que c'est bien de tenir les objets dans la main, faites-la courir. Hein? Faites-la les longs. Évidemment, il faut qu'ils reviennent après à la base. Hein? Parce qu'ils sont assez rares. Hein? Ce n'est pas un objet qu'on trouve régulièrement. Voilà, ça c'était, je répète, une petite provocation en disant que la nature, ils nous tiennent toujours sur les braises, la naissance qu'on voudrait savoir, mais on n'arrive pas tout à deviner. On peut lancer des hypothèses, mais après de savoir réellement qu'est-ce que c'est le sens, c'est assez difficile. Après ça, je fais une toute brèvissime lecture, parce que c'est très important.
c'est dans un ouvrage d'un psychologue jungien, James Hillman, j'imagine que vous connaissez son nom, L'âme du monde, c'est l'ouvrage. Dans le 5e chapitre de Souvenirs, rêves et réflexions, Jung parle d'un rêve qu'il a fait lors de son voyage aux États-Unis avec Freud en 1909. Il s'agit du célèbre rêve de 2 crânes, celui qui marqua sa séparation de Freud. Le rêve montre à Jung sa maison. C'est une maison à 2 étages. Le premier étage, où se trouve l'ego de Jung au début du rêve, est meublé dans un style rococo, avec des peintures anciennes de valeur. Jung descend à l'étage inférieur et remarque que l'aménagement est de style Renaissance et médiéval. Il descend encore et se retrouve dans un local de l'époque romaine. De là, une trappe le conduit encore plus profondément dans une grotte étroite et sombre, où sont dispersés des vestiges archéologiques archaïques et de crânes humains. Jung interprète les rêves en se disant « Évidemment, j'ai remonté jusqu'au fondement de l'histoire de la civilisation, une histoire de stratification successive de la conscience, une sorte de diagramme de la structure de l'esprit humain, avec une présupposition de nature tout à fait impersonnelle. Ces rêves est devenu pour moi une image guide. Ce fut ma première intuition de l'existence en deçà de la psyché personnelle d'un a priori collective dans lequel j'ai ensuite discerné des formes de l'instinct, c'est-à-dire les archétypes. Ça, c'est fondamental. Nous sommes un mélange entre ce que nous sommes nous-mêmes et ce qui est une structure involontaire qu'il fait de manière que nous sommes aussi ce que nous sommes, et sont les structures archétypiques dans lesquelles nous avons toute forme de communication. Dans ce sens, l'image, c'est-à-dire ce monde avec lequel nous nous référons, qui va de la parole, le mot, au signe, jusqu'au dessin, disons tout ce qui est l'apparat, qui est en latin est imago, et imago, ils viennent, parce qu'il faut toujours aller fouiller dans les langues pré-grecques et pré-latines pour avoir un peu les sentiments. Et malheureusement, on ne peut pas revenir jusqu'à quand c'était suffisant une posture de la tête, un soufflement, quelque chose qui était le départ, le début de cette envie de communiquer entre nous. J'avais lu une fois une chose très belle, elle disait que tout ce qui regarde le haut est exprimé avec une langue sibilante, le ciel. Des termes, tandis que tous ceux qui appartiennent à la profondeur, l'énigme, c'est quelque chose qui prend forme dans la gorge. Ce sont les sonorités aussi, serait la magnifique question de réussir à comprendre comment elles se sont structurées. De toute façon, dans la langue acadienne, imu, dessin, itu, contour, ginu, so, image, symbole, allégorie. L'image est quelque chose qui certifie à la puissance de nous donner des pistes. L'image de moi-même pour laquelle je peux passer de frontières et le passeport qui est sur moi. Ce n'est pas moi-même, c'est moi que je peux dire, moi je suis. Je suis en fonction d'une image qui certifie par rapport à un état ce que l'état a défini que moi je dois être. Et le monde de l'image, évidemment, c'est ça. Ce n'est pas la chose en tant que telle, ce n'est pas le coquillage. À quel point le coquillage il est là.
Voilà, ce n'est pas les coquillages, mais c'est l'image du coquillage. Et avec l'image du coquillage, moi, je peux me permettre de m'imaginer aussi, je le prononce, et à ce moment, en fonction de ma culture, de ma manière d'être, je peux m'inventer toute une histoire autour de la dimension du coquillage et de tout ce qui est conséquent. Je peux aussi, et ça c'est juste un hommage à Chardin, qui me semble, il le mérite toujours, cette image de 1737, je crois, de ce jeune homme, ce garçon, qui fait ce miracle de monter. Seulement à la fin du 19e siècle, on arrive à trouver le sens, le pourquoi chimiquement il se forme cette magnifique sphère d'une fragilité extrême, les phospholipides amphiphiles. Ils ont un côté hydrophile, une tête hydrophile et une queue hydrophobe. À ce moment, ils capturent la goutte d'eau et la tiennent et la font glisser. C'est pour ça qu'arrive le moment dans lequel ils se cassent, parce que toute l'eau, par gravité, il arrive au fond. Il va éclater, mais entre-temps, on a le plaisir de la lumière qui passe, de l'arc-en-ciel qui se produit. Le jeu d'enfant, c'est le jeu pour tout âge. Et je reviens, ça c'est un tableau à moi, parce que depuis un moment, je me suis tellement passionné à Léon Foucault et à son extraordinaire, ça c'est une image aussi, c'est une image de ce miracle du mouvement, comment on aurait pu trouver la manière de raconter que le monde tourne et pour si muove de Galilée, 2 siècles plus tard, il trouve sa raison d'explication à travers, vous étiez au Panthéon, voir ces 62 mètres de fil, sa sphère, et Froment, il a réalisé, parce qu'il était le technicien de la capacité de construire quelque chose qui il devait être absolument symétrique dans le poids, autrement le jeu, jamais il se serait vérifié. Et ce lancement d'une sphère de 32 kg, 28 cm de laiton avec une pointe en acier qui, mystère de mystère, il garde son plan d'oscillation jusqu'à la fin de l'univers. Il reste impeccable, il ne s'occupe pas du reste et la Terre qui tourne à 1700 km à l'équateur à l'heure, il va petit à petit se faire toucher avec les petits pions qui ont été disposés et il démontre en 1851, c'est Argot, le grand Argot, c'est lui qui a monté dans le méridien de Paris, dans la salle Cassini de l'Observatoire. C'est lui qui, après, déplace l'expérience au Panthéon face à l'empereur Napoléon III. Et de là, on voit cet écartement chaque heure de 12 degrés. 12 degrés, il démontre qu'il y a ce mouvement, il y a la pendule est fixe et la Terre tourne. Ça, c'était la démonstration. Il montre une fois pour toutes, on le savait, mais il fallait trouver comment et pourquoi montrer cet événement. Après, je pourrais parler de ça avec une lecture extraordinaire, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Origo, un autre, on a vu avant Imago, maintenant on trouve Origo à propos des archétypes. Origo, c'est voilà, ça c'est Origo Foncium. L'origine, c'est l'eau qui jaillit du rocher. Ce n'est pas une image extraordinaire. L'idée de dire l'origine,
c'est le moment dans lequel cette forme de vie prend l'eau, la puissance, et il va ensemble à ça, au verbe qui donne forme au mot. Le verbe est orior, surgir, monter, croître. L'Orient, on s'oriente dans la vie. Et l'Orient, c'est le regard vers le point cardinal de l'Est. Et là, c'est le lieu dans lequel le soleil, ce matin, dans la chambre de l'hôtel, j'ai vu un spectacle extraordinaire, c'était 6h25. Un disque comme ça, à l'Est, il prenait forme sur Paris. Ils m'ont logé au Pullman Hotel, au 29e étage, un spectacle. On voit toutes ces émergences, ces pointes de la ville, et on voyait ce soleil qui se lève sur cette merveille de ville qui est Paris. Orior, origo. Et dans le gestuel de nous-mêmes, ici on retrouve ce qu'on appelle l'école d'Athènes de Raphaël. On peut voir ça, ce mouvement d'un doigt qui regarde vers le haut, la mano, et le doigt, l'index, ce doigt-là. Index, ils viennent, pourquoi index? Parce qu'ils viennent de deik, et c'est aussi encore une racine de la Mésopotamie. Il donne origine à dike, la justice, le jugement. Deiknumi est le verbe qui signifie en grec dire, et dire, indiquer, dicter, juger, dédier, abdiquer, édit, sont toutes des familles de termes avec lesquels nous avons l'utilisation souvent du doigt. Et la dernière, c'est, nous disons poésie, mais les Allemands disent Dichtung, donc qui prend la même racine, de dire en chantant. J'ai dit en chantant et je chante en disant. Dans cette proto-langue dans laquelle le fait d'affirmer une vérité qui appartient à la justice, on la disait en chantant. Et ça, c'est une manière aussi de donner le rythme, la métrique de l'expression musicale. Et voilà, ça dit que la justice. Et une autre chose qui est aussi qui nous regarde de près, c'est le fingere, le verbe latin fingere. Fingere, et c'est le feindre en français, et c'est, avant de dire faire semblant, c'est monter avec la main quelque chose, comme je monte un mur, en terre glaise, je le tire comme là, le potier il le fait, je le monte. Et alors, le finger anglais, qui soit pas proche à l'idée du fingere. Et il y a un autre mot latin qui précède manus, qui est hand. Et une autre fois, la hand anglaise, il ne soit pas lié. Et quand je lisais le poème de Baudelaire, souvent pour s'amuser, les hommes de mer prennent des albatros. Et c'est bizarre, pourquoi prennent des albatros? Capture plutôt, ça me semblait plus pertinente. Non, c'est avec les mains, donc prehendere, c'est ce geste. Alors, dans toutes nos expressions, nous avons quelque chose qui nous tient ancrés au début du temps. Alors, on peut faire semblant que la chose ne nous intéresse pas, mais à moi, personnellement, elle m'intéressait énormément. Et je me sens vraiment appartenir à un domaine qui est énormément vaste. Et moi, je suis la petite chose, par rapport à mon histoire, la toute petite chose qui s'exprime grâce à tout ce bagage qu'il nous a formé. Et
le tableau de Magritte, la condition, dont le titre est La condition humaine, il l'exprime très très bien dans ce double jeu du renvoi, l'image qui est dehors et l'image qui est sur le tableau. Ça suffit de mettre petit côté qu'il évoque une toile à clouer pour jouer sur cette ambiguïté entre l'espace du réel, l'espace évoqué, l'espace de l'image. Et donc, on tourne en rond toujours sur une thématique qui ne peut s'échapper de cette situation. Comme d'autre part, la mémoire le fait des. Ça, c'est une installation de Lendart de Richard Long, un sentier réalisé en marchant, en faisant des allers-retours. L'aller-retour, c'est le parcours existentiel dans lequel, si je garde une trace, je sais où je peux aller. Si je quitte la trace, quelque chose va se recomposer, je me perds, bref. Je peux tomber dans un labyrinthe. Le dessin de la nature, c'est stupéfiant. Dürer, la touffe d'herbe dans laquelle je peux reconnaître la pissenlit, je reconnais les millefeuilles, le patourain à feuilles larges, le dégraminé. Et ça, c'est un langage dans lequel j'exprime, dans ces traits fragiles, la complexité de la nature. Évidemment, aujourd'hui, on le fait avec une photo, on a résolu l'affaire. Mais l'idée de passer à travers l'expérience de savoir dessiner, imaginez au moment dans lequel Dürer le fait, c'est le même moment dans lequel il dessine le lièvre, un cerf-volant extraordinaire qui grimpe vers le haut dans une position de combat. Ce sont des dessins qui ils peuvent valoir sans photo. Il n'y a rien à faire parce que le fait d'être passé à travers la volonté que les a exprimés les rend infiniment plus expressifs. Lacanque, là, on l'a vu tout à l'heure, dans la touffe d'herbe, le pissenlit, et là on le voit à côté, c'est une photo que j'ai faite à Lausanne, dans un lieu dans lequel la nature, il s'en fiche du contexte, il monte. De toute façon, ça suffit qu'il y ait un goutte d'eau, même s'il y a la bouteille, il y a des mégots de cigarettes, ça n'a rien à voir. Mais elle doit exprimer, affirmer sa manière d'être. Et Lacan, comme le pissenlit, est une feuille en soi, sont 7 les espèces. Mais l'Acanthus spinosus, il accomplit un petit miracle. Ils deviennent marbre, ils deviennent forme architecturale. Ils deviennent parce que derrière à chaque chose, il y a des histoires merveilleuses, des histoires, des légendes. Des légendes, ça suffit des choses qu'on peut lire. Et ça, c'est la belle histoire qui est présente dans le 4e livre de Vitruve, dans lequel il raconte la naissance du chapiteau corinthien. Et alors, c'est l'histoire d'une fille qui est morte, et la nourrice, il va sur elle, sur la tombe de cette fille, il porte un panier avec les objets d'affection de cette fille, et pour le protéger de l'attaque de quelque animal, il met une dalle, un petit dalle sur une racine d'acanthe qui est dessous. Il prend la force aussi, comme ce que nous avons vu à côté de ce lieu de déchets. Il monte, mais il monte avec une grâce spéciale. Et Callimaque, le sculpteur Callimaque, pas le poète, qui est de 3 siècles plus tard, la légende elle nous parle du 6e siècle avant Jésus-Christ, il observe cette scène dans laquelle il y a la grâce de cette feuille qui se replie sur elle-même et la dessine, et de là, la légende veut qu'il soit la naissance du chapiteau corinthien. Et pour chaque élément d'architecture
disons, classique, il y a quelque chose derrière qui la soutienne, comme fable, comme contenu qui vivifie l'essence de l'utilisation. Alors, un chapiteau ionienne, c'est la chevelure des femmes athéniennes comme il s'est coiffé. Alors, l'essence du féminin, la dureté de l'ordre masculin, le dorique, et voilà. Et dès là, quand je l'utilise, c'est pour ça qu'il y avait toujours l'idée, comme on a vu tout à l'heure, Philibert Delorme, il le fait, il pose les ordres selon le mâle est au rez-de-chaussée, la femme mûre et la jeune fille est la dernière qui fait les couronnements. Ça, c'est une manière de donner sens à le pourquoi j'utilise certaines choses et certains langages. Et juste pour s'amuser, on les retrouve dans toutes formes et manières, les noms des siècles. Hein? Voilà, la cante. Ici, il s'est aplati, mais c'est comme une coupe. Et là, c'est moi-même, avec mon cousin, à l'âge de 3 ans. Derrière, il y a encore quelque chose, c'est la maison dans laquelle je suis né. Quelque chose, moi, je n'étais pas conscient de ce moment-là, mais derrière moi, j'ai quelque chose qui récupère cette harmonie de la feuille, la cante. C'est vrai, c'est compliqué. Nous sommes comme dans le tableau de Chirico, les deux archéologues, une sorte de millefeuille de superposition, de conflits, dans une complexité existentielle qui fait que Piranèse, quand il joue sur l'imago urbis, l'image de Rome, du plan à l'intérieur du Pomerium, intramuros de Rome de l'époque de Septime Sévère, nous sommes entre le 203 et le 211, parce qu'au 212, Caracal, son fils, nous le savons, il promulge l'édicte pour lequel chaque citoyen de l'Empire est citadin romain. Ouverture de l'écoumène, tous avec les mêmes droits. Et Piranèse, quand il récupère ces images, malheureusement, il ne reste qu'un dixième. C'était 13 mètres sur 18 mètres, 151 plaques d'une image de Rome à l'entour de 210, 1 à 200 et quelques. Donc un travail gigantesque, sculpté en bas-relief, et l'île flottante de Piranèse, il rend bien, comme dirait Rond, il fait comprendre que la présence, elle est importante autant que le vide. Le vide est là, c'est à nous d'essayer de le reconstituer, de lui remettre un sens, tout simplement dans la dislocation de différents morceaux, juste pour se donner les paramètres des distances dans lesquels je peux m'imaginer comme ils étaient la situation dans c'est la perte de l'unité. Perte il y a de toute façon, tout le temps, même de ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai un souvenir seulement de quelques brins, de quelques petits morceaux. Je ne sais pas, tu ne peux pas reconstituer la journée tout en entière. C'est un peu notre histoire, c'est une histoire comme dans une brèche géologique. Ce sont des morceaux qui se sont projetés, ils se sont relancés, ils se sont récupérés, et c'est à nous de nous retrouver à l'intérieur de cette grande complexité. Image, alors maintenant, l'ombre. L'ombre par rapport à l'imago est dominante, et avec elle, le miroir. Umbra, spectrum, speculum, spectare, regarder. Il y a un commerce entre ces deux. Ce sont deux situations limites dans lesquelles toute représentation s'installe.
où on évoque l'ombre d'une part, où on évoque le miroir de l'autre. Et derrière, dedans, il y a la question du regard. La condition fondamentale, le regard, ce n'est pas seulement avec les yeux, c'est aussi avec le nez, avec les oreilles, le regard est quelque chose d'extrêmement complexe. J'aime beaucoup cette image de Robert Flood, un intellectuel du XVIIe siècle qui donne la représentation de l'univers dans un carré, et comme ça à l'infini, c'est écrit. Et sic in infinitum. Tu te rends compte? Quelle synthèse, quelle capacité de mettre ensemble dans un carré comme ça, tout noir à la manière, gravé à la manière noire, imprimé à la manière noire, en grattant sur la surface du cuivre, grattant du quoi, et après encore croiser les diagonales, et après ancrer, et après imprimer. Et ce noir profond de l'encre est sic in infinitum, et comme ça à l'infini. Au-delà de la petite atmosphère, de la ionosphère dans laquelle nous sommes inscrits, nous rentrons dans cet espace sidéral, tout noir. La lumière, il court à 300 000 km/s et en même temps, il est invisible. Jusqu'à quand il ne touche pas cette petite, comment on l'appelle là, dans l'atmosphère, on l'appelle le bruit. Ce sont ces petits fragments qui circulent là où tapent les rayons, les photons, et à ce moment-là, il fait éclater toute la lumière avec laquelle nous pouvons vivre. L'ombre, on peut partir brièvement de la caverne de Platon, c'est pour ça que nous donnons autant d'importance aussi symboliquement à la signification de l'ombre. Et alors disons que nous sommes dans cette caverne tenus comme des esclaves et nous pouvons voir que les ombres sont là-bas, nous ne voyons pas seulement ce sont des effigies, les iconophorei, qui sont ces personnages qui se promènent sur le haut du muret dans lequel nous sommes enchaînés tout en bas. Sauf, c'est l'idée de Platon, si on passe de l'autre côté, on a le courage de sauter les conventions habituelles, les ombres que nous voyons, et de là nous commençons à voir la lumière qui est derrière. Mais le parcours n'est pas fini parce qu'il faudrait sortir de tous les systèmes de la grotte pour arriver là, tout au fond, là où il y a la vérité. La véritable vérité, il est au-delà du système. Ça, c'est une belle gravure de Sarredam, un peintre anglais du XVIIe siècle, qui a fait après ces images extraordinaires des intérieurs des temples protestants huguenots, tout blanc, tout propre, tout pur, tout propre. Une magnifique représentation du concept même de la réforme. Et la légende, l'ombre, c'est Pline qui nous raconte cette histoire dans son 35e livre de l'histoire naturelle, et c'est l'histoire de la naissance du dessin et la naissance de la sculpture aussi. Cette jeune fille, la fille d'un potier, Boutades, il veut avoir la trace de son amant que le lendemain il doit partir. Pline ne le dit pas, mais autre indice, il nous informe que ce garçon il doit partir pour la guerre. Et il partira pour la guerre et ne reviendra pas parce qu'il mourra pour sauver sa patrie. Ça, c'est le cadre dans lequel
il arrive à obtenir la belle, ce que dans la culture grecque, il s'appelait la belle morte. La belle morte, on le sait parce que le père, en récupérant, vraiment c'est l'action du graphéine, hein, c'est vraiment la pointe qui coupe dans le plâtre, dans le crépi, l'image du garçon. Le père, il va poser de la terre, il fait le modelage, et après, nous savons qu'il va au four, il fait cuire tout ça, et il portera cette image au temple. Ça veut dire, et c'est ça l'indice pour lequel nous savons que lui, il est mort, mais nous pouvons déjà le savoir parce que la canne qu'il a, le chien à son côté, ça c'est une magnifique représentation de cette légende de Rite of Derby. Ça c'est une légende qui a circulé parce que c'était le fondement de la naissance du dessin. La naissance du dessin, et là, c'est magique, c'est un acte d'amour. Pas quelque chose de... Non, c'est l'acte d'amour avec lequel je fige l'effigie de cette personne sur le mur, parce qu'au moins de lui, il me restera. Au moins ça. Et de là, on le voit, qu'on dire, ici, un dessin de Murillo. Hein. Une fois, ils reviennent, parce que c'est bien de se souvenir des choses. Donc, il faut les répéter. Hein. On n'est pas rébarbaratif en les répétant. Et la fille qui le fait, et jusqu'à M. Staline, il se le fait faire. Hein. Et là, il y a un petit saut, quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce n'est pas un peintre majeur, c'est un peintre, disons, qui se situe dans un bon milieu, un Hollandais du XVIe siècle, Martin Heemskerk, qui, 1533, il représente Saint Luc qui est en train de représenter la Vierge Marie avec l'enfant dans une situation spatiale qui a tout le caractère classique. C'est déjà une étude de l'architecture à l'ancienne, des statues là tout au fond. Et là, il s'est accompli un miracle. En général, pour un peintre, jusqu'à ce dessin-là, à cette image-là, la représentation de quelque chose de sacré était par définition akeiropoieton. Ça veut dire qu'elle n'était pas faite par la main humaine. C'était comme une inspiration divine qui permettait de récupérer la forme du divin. Là, il y a le grand passage, c'est plus la main qui dessine l'image extérieure de quelqu'un d'autre, c'est la projection de l'ombre de la main du peintre qui est en train de réaliser l'œuvre. Donc ça veut dire que c'est un statut qui vient de s'affirmer. Et c'est le moment dans lequel il y a cette prétention chez les artistes de pouvoir, d'une certaine manière, être assimilés à l'acte du créateur. Et là, on le voit encore mieux dans la chambre, dans la maison Vasari. Vasari, vous le savez, non, c'est le grand théoricien, c'est lui qui a fait la classification depuis Giotto jusqu'à Michel-Ange, un crescendo pour lequel Michel-Ange, évidemment, sur les sommets, il a l'indépassable. Et lui, dans cette pièce, il dessine lui-même qui est en train de se dessiner en tant qu'ombre. On quitte l'ombre, on passe au miroir. La plus belle fable du monde est celle-là. Le miroir, celui qui regarde, il peut aussi se regarder, il peut s'inscrire dans le contexte. Dans un contexte qui est, il le fait appartenir, il y a ce terrible mythe du Dionysos Zagreus qui reçoit un piège, un cadeau de piège par les titans, et les titans, ils lui font cadeau de poupées pliables, de dés, d'une balle, d'une poudre blanche avec laquelle il se
se tenter le visage, et d'un miroir. Et dans le moment précis dans lequel il lui présente le miroir et lui se voit, Dionysos tout petit et enfant, ils le font en morceaux, ils le dispersent dans le territoire. À ce moment, Zeus, il dit à Apollon, va récupérer tous les morceaux de ton frère, les ses mains de ton frère, et ses mains, et va les recomposer dans le ses mains, la tombe dans laquelle tu vas le mettre. Alors, il y a cette équivalence entre la connaissance, l'éparpillement, la recomposition et le recueillement dans un lieu qui est la conscience, qu'ils deviennent conscientes justement d'elles-mêmes. L'autre épisode, c'est celui de Persée, et pour couper la tête de Méduse, parce que les Grecs ils disaient il y a deux choses qu'on ne peut pas voir directement, le soleil et la mort. On ne peut pas les regarder direct. Il faut toujours, comme dans un billard, toucher les côtés pour y arriver. Et quand Persée coupe la tête de Méduse, qui est la mort par définition, pas malgré elle, parce qu'elle était une fille très bien, mais c'est la vengeance de la déesse mère, il l'a rendue comme elle est, lui, il la regarde dans la projection de sa tête dans son miroir, dans son bouclier en bronze qui devient comme miroir. Donc il peut donner le coup sans la regarder directement. Le miroir de Narcisse. Narcisse, le mythe dont Ovide, il nous raconte une des plus belles pages de la littérature de tous les temps, sans doute. Hein. Dans les Métamorphoses. Narcisse, il est un jeune qui n'a pas conscience. Il est beau, mais il ne sait même pas d'être beau. Il est en bas de l'Olympe, il continue à courir, il chasse, il fait mourir de désespoir Écho. Il est tombé amoureuse de lui. Entre autres, il y a ces deux histoires magnifiques qui se croisent. Et la mère l'Iriope, il avait demandé à Tirésias, et le pauvre Tirésias a dû donner toujours des informations très, très négatives à Édipe, à la mère d'Achille, et maintenant aussi à la mère de Narcisse. Il lui dit, et puis il lui demande, jusqu'à quand vivra mon fils? Parce qu'il est mi-divin et mi-terrestre. Il y a toujours, elle est une naïade, donc il y a cette ambiguïté dans la situation. Mais jusqu'à quand vivra mon... Tirésias lui dit, elle répond, il vivra si c'est non noverit, jusqu'à quand il ne se reconnaîtra pas. Jusqu'à quand il ne se reconnaîtra pas. Et c'était un vaticine qui restera. Et lui, un jour, il a chassé, il a couru, il arrive dans un lieu qui est le paradis terrestre. C'est la source de la nymphe Salmakis, et c'est comme un miroir où jamais un animal s'est abreuvé, jamais une feuille a tombé. C'est la première fois que quelqu'un arrive dans ce lieu-là. Et il regarde le reflet de lui-même, comme dans ce merveilleux tableau du Caravage. Il se regarde et il commence à tomber amoureux d'une manière folle et fou de cette image. Il veut l'embrasser, il n'arrive pas à la tenir. Il le fait de toutes sortes. Jusqu'à quand il arrive le moment et il se dit « Iste ego sum sensi, nec me mea fallit imago, quod cupio mecum est. » Et j'ai compris. Ce que je désire, il ne dit pas « c'est moi-même » et « avec mecum est » et « avec moi-même ». Donc il y a quand même le sens d'une séparation entre le soi et la projection de l'image de soi, l'autre, qui est nous-mêmes, mais nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est la projection de la psyché, ce n'est pas un hasard qu'on l'appelle psyché, donc toutes ces images qui sont la réflexion de... Et qu'est-ce qui se passe quand
il meurt parce qu'il se perd dans cet amour fou, il ne mange plus, il ne reste que là. Les Néiades, ils sont déjà en train de préparer la pierre pour l'incinérer selon l'usage. Quand ils reviennent, lui a disparu. Et à sa place, il est apparu ça, ces petites fleurs, le narcisse. Et le narcisse, en effet, c'est toujours la question, comme il est la culture classique, c'est une culture qui part d'une donnée et il s'invente une histoire autour de cette donnée. Il s'appelle narcisse parce que c'est la petite fleur qui se regarde sur l'eau. Ça, c'est la signification de narcissos. Peut dire nar en sémitique, narum en acadien, gissu, c'est le buisson, kissu, c'est la tige de la feuille. Et il y a une grande ambiguïté parce que derrière narcissos, il y a aussi narché, et c'est la forme, disons, la narcose. Voilà, encore dans ces termes, on comprend bien l'essence de la perte de la conscience. Eh bon, Kersting, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une femme qui est en train de se coiffer dans un miroir? Et là, c'est un tableau qui inquiète. Il n'a jamais arrêté d'inquiéter les observateurs. Théophile Gautier, en visite au Prado, il dit « Mais où est-il le tableau? Quel est le sens de cette œuvre ?» Il n'arrivait pas à le comprendre. Il n'y a pas un acte héroïque, il n'y a rien. C'est comme un photogramme, une tranche de vie qu'il a coupée dans un instant. Il y a sur ça Michel Foucault, qui a monté à son introduction aux mots et aux choses une histoire un peu rocambolesque et invraisemblable, parce qu'il s'est trop appuyé sur la lecture d'un critique autrichien, Karl Justi, critique de la fin du XIXe siècle, pour laquelle tout le jeu est de définir que la place du spectateur est la place que dans ces tableaux a le roi Philippe IV et sa femme Marianne, la reine, parce que il les voit, voilà. Il dit, voilà, ils sont projetés dans ce miroir, donc ils sont hors scène, et nous avons la place régale en voyant les tableaux. C'est très beau, mais au XVIIe siècle, dans une cour espagnole comme celle de Philippe IV, je le vois plutôt improbable. Il y a ce genre de réflexion. Il y a plutôt une réflexion autour de la question. Là, tous les personnages ils sont hyper connus. On sait le nom de tous. Maria Agustina est celle qui est en train de proposer ces boissons réfléchissantes à la petite Infanta Margherita. Elle est encore jolie. Après, il viendra avec le pronatisme de la mâchoire, comme dans toutes les familles de Bourbon, soit d'Espagne que d'Autriche, qui deviendra horrible. Heureusement, en 1656, quand Velázquez la représente, il a encore la grâce d'une petite fille. Maria Agustina, Isabella del Velasco, José Nieto, qui est le personnage tout au fond, qui est le maréchal de chambre, celui qui a la trousse avec toutes les clés de du grand Alcazar où Velázquez a son atelier. Maria Barbola, qui est la nane. Nicolasito Pertusato, qui est aussi l'autre petit nain. Donc c'est vraiment une tranche de vie. Quel est le sens possible que Velázquez a? C'est une lecture possible, a essayé de donner. Moi, j'accepte l'interprétation qu'il veut. Et nous sommes face à un immense miroir, tout à fait plausible, dans la quatrième paroi de cette chambre. Donc nous voyons Velázquez, qui est d'ailleurs, vous le voyez, il est
en arrière-plan par rapport au personnage du premier plan. Donc lui, pour les dessiner, pour les voir, il a besoin d'un miroir dans lequel ils sont projetés. Autrement, il aurait pu dessiner que le dos de cette personne. Donc, les miroirs qu'il est tout au fond avec le portrait du roi et de la reine, il est sur le tableau. C'est un travail que Velázquez est en train d'exécuter. La petite est rentrée dans la chambre, dans l'atelier du peintre, il s'est positionné et maintenant il est en train de se faire, comme il le faisait dans cette époque, la posture face à un miroir pour voir comment il faut se présenter en société. Les autres, les damigelles d'honneur qui l'accompagnent, il essaye de la... Ils disent, non, ma majesté, essayons de répartir. Est-ce que vous avez soif? Et Velázquez, il prend cet instant d'existence et il le fixe sur la toile grâce à la lecture du miroir. C'est pas tout simplement extraordinaire. C'est pas... Moi, je suis chaque fois à dire ému, c'est rien. C'est quelque chose qui est de réussir à prendre la situation la plus banale possible et réussir à la rendre tellement exemplaire. Bref, merci. Alors, quelque chose de proche à nous, l'œil de Ledoux, la pupille. Alors, le projet du théâtre de Besançon à l'ancienne, parce que si vous voyez, c'est avec la colonnade, un peu comme Boulet, il aurait pu le faire. Hein. Alors, c'est l'idée. L'idée, dans la pupille se projette l'idée. Et la pupille aussi corée. La pupille, il signifie jeune fille, d'une part. À Rome, on le dit encore, la pupa, la pupetta, la pupilla, hein, pour dire l'enfante. Et corée aussi, c'est l'autre nom qu'on peut donner. Et ça, c'est dans l'œil de la recherche, et c'est déjà projeté cette image qui est intérieure, mais déjà aussi extérieure. Et là, je me suis mis, parce que moi aussi, j'invente quelque chose dans lequel je me projette dans cet espace d'une Venise possible. Ce sont des images dans lesquelles j'ai travaillé. Après, c'était l'introduction d'une exposition sur justement le projet pour Venise, par exemple de Frank Lloyd Wright, un projet interrompu. Derrière, là-bas, on le verra après. Sur des tableaux. Alors, maintenant, je commence une petite défilée, la città analoga, et voilà, je suis en train de la réaliser. Nous sommes à l'été de 73, 1973, et là, Aldo Rossi, il devient le responsable de la Triennale de Milan. Il veut faire un travail sur la ville contemporaine, non, sur la ville contemporaine bien sûr, mais européenne, la ville européenne dans la complexité de cette histoire, en ayant des invités qui viennent de l'Allemagne, de France. Il y a une présence avec le plan Turgot, il y a une magnifique présence française. Et il me dit, moi j'étais son ex-élève, on s'était perdu de vue, et après, je ne sais pas grâce à qui, il a pris contact avec moi, il m'a dit, fais-moi quelque chose qui fasse un peu l'introduction de cette belle exposition que je veux mettre sur pied. Il ne s'appelait pas Città Analoga, il prendra après ce nom. Et alors moi, j'ai tenté sur cette toile de 2 mètres sur 7, et en effet 3 toiles, de mettre ensemble un peu le fil rouge de l'architecture rationnelle qui a traversé les courants des écoles européennes le long des siècles. Parce qu'il y a un fil rouge qui nous tienne ensemble. Et de là, ça c'est une image qui était la nuit juste avant le vernissage, lesquels un groupe de participants, ils se sont présentés sous l'image du tableau. Une image qui a une dette évidemment
de base avec la ville idéale, et qui est... Moi, je n'avais pas une inspiration directe, c'était plutôt a posteriori que je me suis dit, je dois quand même reconnaître d'où, de quelle source, avec quoi j'ai travaillé sur cette image. Et l'autre image, c'est sûrement le théâtre olympique de Vicence de Palladio. De Palladio avec l'installation de Scamozzi, de cette scène qu'il se réalise en fuite perspective. Donc évidemment, les acteurs ils ne peuvent pas rentrer sous les arches, parce qu'autrement, le jeu se dévoile tout de suite. Ils peuvent travailler sur l'avant-scène, comme était d'ailleurs dans le théâtre classique, mais cette réduction perspective, il rend bien, disons, l'image d'une profondeur. Il y a à Milan une église de Bramante, Santa Maria presso San Satiro, dans lequel Bramante n'a pas disposition, nous sommes au début du XVIe siècle, pour l'abside, il n'a pas la surface suffisante, et il adopte ce système pour la première fois en volume d'un raccourci du plan de la base, du plafond qui descend avec les voûtes à la manière du Panthéon et de la paroi et ils obtiennent, si je vais dedans à côté, je vois qu'ils sont 2,50 m, même pas 3 mètres. Mais si je prends la bonne distance, je vois la profondeur de l'abside d'une croix latine. Donc il a obtenu ce jeu à travers ce dispositif et après, évidemment, dans le théâtre, dans le monde du théâtre, il aura une grande utilisation, un grand succès. Serlio est très important comme trait d'union entre l'Italie et la France. Serlio est un élève de Raphaël qui est en 532. Il doit quitter Rome quand l'empereur d'Allemagne il descend et fait de Saint-Pierre écurie pour ses chevaux. Alors il y a la diaspora de tous les artistes qui ont travaillé avec Raphaël qui entre-temps est mort. Et Jules Romain, par exemple, il part à Mantoue. Serlio, il commence à son traité très important à Venise et après qu'il le conclura en France, il deviendra l'architecte trait d'union entre le classicisme, la nouvelle architecture à l'italienne et l'architecture française. Philibert Delorme, il sera très proche à Serlio. Et voilà, bon, moi-même, qui je suis en train de jouer sur le Leopoldinos de Paul Valéry, ici, les projets eux-mêmes sont souvenirs. C'est devenu un peu le motif de ma manière de faire. La ville banale, non, la ville banale est la ville analogue. Et Rome, ça c'est un tableau aussi assez important comme dimension, dans lequel, une commande d'une certaine manière, dans lequel j'ai joué sur 3 stades de la ville. La ville en tant que collection de vestiges, de souvenirs, la ville d'une histoire qui est historique et contemporaine en même temps, avec la pyramide de Cestius, un îlot du quartier de la Garbatella, le bel couvent des Cavaliers de Malte sur l'Aventin, une périphérie urbaine et une ville plus, disons, contemporaine. Tout ça mis ensemble, il y a une grandette envers un tableau qui habite au Louvre, et qui est celui-là. C'est le tableau de Giovanni Pannini, dans lequel il y a cette vision très complexe de ce qu'un collectionneur d'art il aurait pu trouver en faisant visite dans son atelier romain. C'était un grand commerçant. Et ça, c'est l'installation à la Biennale de Venise du tableau de Rome que j'avais situé comme dans une salle d'attente. Et j'adore jouer sur les salles d'attente. Je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas tout expliquer.
il y a des choses qui se passent parce qu'elles font partie de nous-mêmes. Et ça sont les 2 toiles dont Matteo a parlé, les 2 toiles qui sont actuellement de propriété du Pompidou, et 2 toiles berlinoises qui font 10 mètres sur 6 mètres chacune, parce qu'elle était comme une structure panoramique qui était née à l'occasion de la fin de l'opération IBA à Berlin, qui était Berlin occidental. Il a tout fait pour réussir jusqu'à 91 ou 89, d'alimenter de toutes les manières culture, construction. Et là, il avait lancé cette série de projets en appelant les architectes du monde entier pour animer l'architecture berlinoise. Moi, à la fin, il m'avait demandé « Est-ce que tu veux nous faire quelque chose ?» Moi, j'ai préféré travailler sur un premier plan, sur une idée d'un canal, le Landwehr-Canal, et de mettre là derrière quelques bâtiments qui font partie de ces projets de la ville, comme là. Et là, il y a Alvaro Siza, mais les mythes casernes semblaient plus intéressantes au premier plan. Là, c'est pendant l'exécution de ces tableaux, 84. Les études, là, quand il arrive à Milan. Et après, une autre idée qui s'était réalisée une autre fois pour la Triennale de Milan, la ville du XXe siècle, avec la fenêtre à longueur et cette architecture à partir du Weisenhof de Stuttgart, avec une autre collection d'architecture du rationalisme des années 20 et 30 du siècle passé, et la ville qui se distribue le long de cette vision qui est le contraire de la ville du 19e siècle, qui est saccadée, parce que les dimensions, évidemment, ne permettaient pas. Et la fenêtre à longueur, qui prend forme avec Le Corbusier, entre autres, c'était dû au travail des ateliers d'horloger à Genève, pour lesquels il fallait, dans les combles, mettre plus de lumière à disposition pour donner plus d'heures de travail aux ouvriers qui étaient impliqués à la fabrication des montres et des horloges. Et ça, c'était après réalisé en tant que volume. C'était grande, plus ou moins comme cette pièce. D'un côté, je voyais la ville du XXe siècle, de l'autre côté, la ville du XIXe. Ça, c'était un thème qui m'avait plu énormément. C'était un concept, en partant d'un bel axiome de Leon Battista Alberti, ville comme grande maison et maison comme petite ville. D'avoir cette équivalence de valeurs entre le chez-soi, et le chez-soi, ce n'est pas seulement le chez-moi quand je ferme la porte. Le chez-moi est aussi la manière avec laquelle j'habite ma ville. Dans ce sens, c'est une ville exemplaire, mais c'est dû aussi à des conditions objectives. Venise, c'est une ville dans laquelle le dedans et dehors est tellement perméable. Je suis toujours bien, soit dedans comme je suis dehors. Alors j'avais pensé à ce tableau, c'est un grand triptyque. On le voit seulement partagé en 3, dans lequel le mur de la maison, ça c'était città come casa, ville comme maison. J'ai pensé de mettre, c'était dédié à la ville de Ravenne, les vestiges, le passé, la présence du moderne, comme si dans le mur devient le ciel, dans lequel je vois le mausolée de Théodoric, et mais là, il court aussi des morceaux de villes contemporaines et tout fait un mélange comme sur une pièce, dans une scène d'une pièce théâtrale. Jusqu'à quand, à la fin, là, la ville elle se perd, elle se laisse. Et là, tout au fond, il y a juste la présence du clocher de l'église enclassée, et là où était l'ancienne porte. Ça, c'était par rapport à ce qu'on avait vu mais c'est important, c'est ça. Et le sens, l'origine, Canaletto, 1630 et quelques, il réalise ce tableau qui est extrêmement intéressant.
il prend un lieu réel de Venise, le pont de Rialto, le lieu du pont de Rialto. Là, si je regarde actuellement, il y a le pont d'Aponte, qui est celui qui gagne le concours auquel participe aussi Andrea Palladio. Alors, il prend le lieu, il le récupère par le biais aussi de la trace d'un bâtiment réel, il situe le projet du Palladio, de là il prend la basilique de Vicence de Palladio et la situe là, le palais Chiericati de Vicence aussi, et il recompose une ville comme s'il s'agissait d'une... Parce qu'il y avait eu la polémique, pourquoi Palladio seulement les églises à Venise, pourquoi personne ne lui a jamais donné le droit de bâtir, et pourtant il avait fait des projets de bâtiments, des immeubles, mais personne ne l'a voulu, parce que Venise était par définition, elle est probablement encore aujourd'hui une ville très conservatrice. Était née en tant que ville gothique, il a eu de la peine à sortir de cette image d'un commerçant, d'un marchand gothique. Donc, pour la construction du palais, c'était très tardif qu'il accepte. Palladio, dans ce moment-là, il est en collaboration stricte avec Joseph Smith, l'ambassadeur anglais à la Sérénissime. Parce qu'il y a tout un projet aussi de lancement d'architecture palladienne pour les nouvelles colonies que l'Angleterre est en train. Et en effet, la chose, il s'avérera. Combien d'architecture américaine ou indienne est néo-palladienne? Énormément. Et voilà. Alors, quelque chose sur... Non, on y va. C'est fini. Juste faire passer une image berlinoise. Un peu de... Voilà, mes intérieurs, je les adore aussi. Là, c'était tout un jeu psychologique, le théâtre qui... Scène urbaine à l'intérieur d'un espace qui est théâtral, mais pas seulement. Et là, c'est joué encore avec un morceau de ce tableau dont on a parlé, dans une situation où Codussi et Filarete, ils sont en confrontation. Salute. Voilà, je crois. Quelques intérieurs aussi. Et là, les Foucault y reviennent dans le moment dans lequel, avec un briquet, on brûle le fil et on fait partir le grave. Je répète, les physiciens le disent, ils ne savent pas pourquoi. Quel est le mystère qui fait que son plan est fixe par rapport à l'univers? Tout bouge sauf lui. Lui, il reste constant, comme ça. On l'a vérifié même en mettant des magnètes. Le Soleil, il dérive, Alpha Centaure dérive, la galaxie dérive, d'autres galaxies dérivent, et lui, imperturbable, continue. Il est accroché avec un fil à plomb. Un mystère de la physique, un vrai mystère. Et voilà, le temps, la maison du temps. La maison des heures. Quelques intérieurs de cette toute dernière génération, ils ont 3 mois, ces tableaux. Voilà, avec cette pleine lune, je vous salue et j'espère de ne pas vous avoir trop ennuyé. Voilà. Merci. On fait comme à l'époque du Parti communiste. L'orateur aussi tape les mains à l'Assemblée. Je passe d'abord, je pose la question. Merci beaucoup Arduino. Je vais juste poser une question.
Oui. On va passer la parole aux étudiants après. Une question sur la pédagogie très simple. En fait, je voulais savoir ce que vous pourriez nous dire sur l'importance du dessin dans les études d'architecture. Non, c'est une chapelle, hein, le monde du dessin. Hein. Et on doit le soutenir. Nous qui pratiquons le dessin, nous avons le devoir de le soutenir. On n'est pas d'accord de cette idée de petite méprise de la part, par exemple, des compositeurs de projets d'architecture. Ils pensent que l'outil informatique serait imbécile de contester l'importance et la signification de l'apport que l'informatique a sur la construction et la constitution du dessin et du projet. Mais on le disait tout à l'heure, discuter un moment à ces sujets, le dessin en tant que, selon ce que j'ai essayé de présenter, est un instrument dans lequel la possibilité d'établir un rapport entre la pensée et la main, qui, tout simplement pour un croquis de base, pour lancer l'hypothèse d'un ensemble. Voilà, ce qui est fondamental. J'ai observé plusieurs fois sur l'écran d'un ordinateur, il court avec une indifférence totale. Je peux le réduire comme je peux l'agrandir. Je n'ai jamais un rapport direct avec une échelle que je me suis fixée par rapport à ce genre de rendu. Le rendu dans lequel il y a un crescendo d'implication spirituelle, matérielle, mentale du cœur, qui est le croquis, c'est quelque chose d'incontournable et personne jamais ne pourra nier. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a aussi dans les bureaux, disons, dans les agences d'architecture d'envergure, il y a le patron demande aux collaborateurs de dessiner à la main, d'avoir une phase dans laquelle il faut dessiner une étude qui prend compte de tout l'ensemble, dans lequel après je rentrerai en question sur les différentes parties, et à ce moment l'ordinateur il va magnifiquement bien, s'il nous aide, s'il nous réduit les temps. À mon époque, ou à notre époque, avec le rotring, nous étions en train de tracer. D'abord, avec le papier calque léger, avec le crayon, et sur ça, après on le pesait, on mettait le papier calque plus rigide, et on commençait avec le 0,1, le 0,2, le 0,3. On faisait toute une série d'exercices qui étaient liés au fait qu'il n'y avait pas d'autre manière de dessiner sinon cette manière-là. Mais je ne veux pas que vous reveniez à tout prix à ce genre de dessin, même s'il a une grande signification. Ce qui est fondamental, que vous pouviez être patron de votre main en tant que prolongation de votre pensée. C'est ça, le dialogue entre la pensée et la réalisation. Et mieux qu'il y a l'éloge de la main, je l'avais quelque part, d'Henri Faucillon. Le départ est déjà tout un programme. Lisez-le et vous verrez que vous auriez après besoin d'alimenter les sens manuels de la manière de tenir. Il y a une manière élégante de tenir le crayon. Le crayon, il ne faut pas le tenir comme ça, ni comme ça, ni comme ça, comme souvent je le vois. C'est la même élégance qu'on doit garder pour tenir la fourchette et le couteau. C'est le même genre d'élégance. On voit tout de suite si quelqu'un s'est cultivé ou s'il est resté plutôt abruti avec tout là. Comme il coupe la viande, comme il roule les pâtes,
et comme ils tiennent le crayon. Il y a toute une manière pour les tenir dans laquelle je m'appuie avec les doigts un peu ouverts et après je trace et j'utilise aussi cette souplesse, la souplesse de la poignée pour réussir à gérer aussi les courbes, les traits. Et c'est très important aussi de s'exercer avec le trait délayé, le trait qui fait le fin et après s'appuie. Tous les magnifiques dessins de l'architecture ou de la sculpture néoclassique, ils n'utilisent rarement les ombres en tant qu'ombre. Ça suffit tout simplement de donner la pression au crayon, ou la plume, pour réussir à donner l'idée du volume. Et l'ordinateur, il peut faire des efforts, il arrivera sûrement parce qu'il a déjà progressé énormément à ce sujet. Mais il y a encore aussi la possibilité, et il restera pour toujours, d'affirmer que moi, je suis patron de ma main, et avec ma main, je fais tout ce que je veux. Je ne suis pas obligé de passer à travers l'instrument pour pouvoir m'exprimer. C'est bien de s'exprimer avec, mais d'accord. Oui. J'avais une petite question, parce qu'au début, vous avez évoqué rapidement le fait qu'il y ait une espèce d'idée directrice comme ça qui peut porter toute une vie, qui mène à créer des choses, à réfléchir. Et vous parliez aussi essayer de se créer un espace de discussion avec des amis pour justement travailler un peu autour de cette idée-là. Et vous, en l'occurrence, c'était à une époque où il y a une certaine école aussi qui permettait de bien désigner cette idée, de réunir des gens autour. Donc je voulais un peu savoir, vous, dans votre parcours, dans votre vie, comment vous avez trouvé ces gens avec qui créer Mais les gens que j'ai évoqués maintenant, ou quoi? Les gens que vous évoquiez un peu au début, je ne sais pas, vous disiez quelque chose de l'ordre qu'il faut se trouver des amis avec qui les amis, c'était évidemment, entre guillemets, il s'agissait d'amis morts, mais je ne parle pas d'une amitié directe, c'est une amitié culturelle, le fait de sentir par rapport à certaines idées, certaines affirmations, une proximité. Alors, moi, pour dire, je n'ai jamais connu directement Pline l'Ancienne, témoin Ovide, mais le passage d'Ovide dans lequel je ressens l'importance de la manière de se reconnaître, pour moi, il fait que je me le tienne dans la poche. Je me tiens dans la poche et quand j'en ai besoin, je le sors. Qu'il soit son ouvrage, qu'il soit la lecture de temps en temps d'une page, par exemple, Necho, quid mecum est, c'est quelque chose que je me répète et il me fait du bien. Parfois, il m'aide à m'endormir. Oui, mais après, il y a eu aussi, j'ai eu la chance de croiser des enseignants et un enseignant en particulier. Déjà, sont très importants les enseignants du lycée, parce que la véritable formation que nous recevons, c'est au lycée. Moi, je suis convaincu, certes et certaine, qu'en ayant eu une bonne école et de bons enseignants lycéens, il y a quelque chose qui nous forme, parce que nous sommes en plus dans un âge très maniable, dire. Nous avons besoin, nous sommes des éponges, nous avons besoin de boire un langage sérieux, franc et digne. Mais après aussi, à niveau universitaire, dans lequel les choses ne sont pas autant claires, d'un point de vue du rapport entre élèves et enseignants, c'est aussi, j'ai eu la chance de croiser, par exemple, Aldo Rossi. Mais je le dis parce que lui, il m'a permis de me situer là où je voulais. J'avais des idées qui étaient embryonales, ce n'étaient pas des idées encore complètement clarifiées. Quand j'ai lu le programme lui avait un enseignement qui s'appelait caractère distributif des bâtiments, qui signifiait tout et rien en même temps.
quels sont les caractères distributifs des bâtiments. Mais c'était un programme dans lequel le rapport avec la lecture de l'histoire, et sur la base de cette lecture typologique de l'histoire, par exemple, une des références très importantes était le livre de Marcel Poète, Paris, la vie d'une ville. Et le Saint-Germain-des-Prés et l'îlot de Saint-Germain-des-Prés, quand j'ai lu ça, j'avais le frisson au dos. J'ai dit, mais là, c'est la vérité. C'est là où il faut fouiller, là où il faut rechercher. L'espace, avant d'être espace, c'est mouvement des gens, c'est acquisition d'une volonté collective de colonisation de quelque chose. Et tout le 1924, hein, je l'avais acheté, c'était les années 67, 8, il y avait encore les halles, hein, donc imaginez-vous. Et j'étais chez un bouquiniste sur la Seine, probablement ici à Quai Voltaire, et il me dit, est-ce que vous avez Marcel Poète? Il m'a dit, ah, oui. Et quand je l'ai lu, voilà un autre qui m'a donné énormément. Parce que l'histoire d'une ville, c'est une histoire tellement complexe, ça ne suffit pas l'histoire de l'architecture, c'est une histoire de la culture. Et sûrement, dans ces milieux, il y a une manière de se former. D'autres questions? Vas-y. Rapidement. Merci beaucoup pour la conférence qui était magnifique. Et je voulais poser une question, un peu le pendant de la première question, c'est-à-dire qu'est-ce que le destin a apporté à l'architecture? C'est dans l'autre sens, c'est pourquoi en fait l'architecture, selon vous, l'architecture et la ville ont joué un rôle aussi important dans votre travail, dans vos peintures? Parce que dans les références que vous montrez au début, il y en a plusieurs où il n'y a quasiment pas d'architecture. On prend Narcisse. Donc c'est assez intéressant de voir que non seulement les corps humains, mais en même temps les corps naturels, la première référence que vous avez montrée, ne disparaissent pas, mais en tout cas en tant que figures ne sont plus là. Elles sont peut-être là, mais pas figurées. Et voilà, à quel moment vous avez compris que l'architecture et la ville allaient prendre cette importance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de figures humaines qui apparaissent? Oui. C'est le scénario, c'est la théâtralisation de la vie, l'architecture. Alors, je peux bien raconter justement Narcisse, tous les fables du monde, mais après, je dois les situer. Et le lieu le meilleur pour les situer, j'ai de grands choix, a priori. Ou la nature, je rentre dans la forêt avec toute la signification de ce parcours dans lequel on se perd, hein, comme au Moyen-Âge, la peur. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ove la diritta via era smarrita. Autrement, je rentre dans la ville, que c'est le templum. Depuis la polis, la ville, c'est le lieu dans lequel on exerce le savoir. On exerce le commerce, on exerce ce rapport entre ville et territoire, c'est aussi très important, fondamental. Et à l'intérieur de la ville, l'espace de la vie privée, la chambre, la pièce. La petite pièce dans laquelle, à la manière de Borges, par exemple, j'ai le côté de l'angle nord-est, je peux écrire un roman entier sans jamais avoir accompli le passage entre moi et cet angle-là. Tellement de choses, c'est un hiatus impossible à combler. Alors c'est aussi magique à travers l'architecture, disons la représentation de ces images plus ou moins architecturales, je pense de raconter quelque chose autour de la vie des personnages. Et je joue beaucoup, toujours avec l'ombre et la lumière, qui me donne toujours la possibilité de raconter des situations spatiales dans lesquelles je crois que nous tous, nous pouvons nous reconnaître. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Merci. À travers votre travail, on voit un jeu assez régulier entre un intérieur et un extérieur. Oui. Et étant dans une école d'architecture, où on a cette vieille idée que l'architecte se protège un peu de l'extérieur, qu'il le subit et qui va générer un intérieur qui peut un peu plus contrôler.
Vous, quelle vision vous avez de cette limite entre l'intérieur et l'extérieur? Et c'est un joli thème, hein, l'intérieur et l'extérieur. Et si je reprends la parabole du regard et du miroir, je peux me dire, dans l'intérieur, je me sens protégé. C'est une boîte dans laquelle les trois dimensions, ça suffit de prendre l'angle là-bas et de le tracer sur ces coordonnées, et j'ai quelque chose que je maîtrise, auquel je crois. La vie, c'est quelque chose que à laquelle j'essaie de courir après, de la capter, de la comprendre, de la conquérir, mais elle est infiniment plus subtile. Elle s'enfuit, elle s'échappe un peu de tous les côtés. Je la fixe et en même temps, sa complexité, il fait que je suis en train seulement de raconter un morceau possible de son parcours. Et si on regarde ici, dans la complexité de la rue Bonaparte, de son histoire, qu'est-ce que je peux... Son dessin, lui, quand il a fait, je m'en montrais les dessins de Madi, les dessins de Marseille, par exemple, là, il y a une belle force de tenue ensemble. Ce sont deux morceaux de ville. Alors, pour la ville, probablement, c'est juste d'avoir ce courage de parler, pas d'une ville ensemble, mais des morceaux de ville. Comprendre qu'il y a deux générateurs, certains lieux, certaines parties de la ville sont capables de générer une force d'agrégation, de tenue, de mise ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit ville comme une grande maison. Alors, de revenir aussi à des concepts plus simples, dans lesquels j'arrive à comprendre, à essayer de comprendre, mais je sais que je suis face à une énorme difficulté. D'autres questions? Qui a d'autres questions? Il y a une question. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai particulièrement apprécié la définition, la caractérisation de l'acte de dessiner comme acte d'amour envers l'objet. Et il me paraît donc qu'il y a un peu parfois deux conceptions du dessin. Disons, d'un côté, il y a l'expression personnelle d'un génie artistique, qui arrive, il dessine trop bien. De nulle part, vous voyez, le talent. Et de l'autre côté, plutôt, l'observateur, ce qui, un peu humile envers ces objets, les lieux qu'ils représentent, quoi. Et du coup, comment dire. Et il me paraît aussi que tout ça, soit lié à un mépris des artistes et de l'art en général envers la science. Je pose ça aussi parce que la conférence s'appelle Le dessin comme science, où quand même il y a le mot science dedans. Mais il me paraît qu'il y a une certaine conception de l'art et du dessin comme cette chose qui arrive de nulle part, comme ça, et qui n'est pas conçue comme expérimentation et comme une réception passive ou plutôt réceptive de la nature qu'il faut, dans une certaine mesure, interpréter ou comprendre, quoi. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que le dessin? Est-ce que vous sentez artiste démiurge comme ça ou scientifique plutôt? Peut-être c'est ça. Je me situe, j'espère, dans un bon milieu, sans me sentir ni artiste ni exécuteur. Et, disons, chaque fois, l'acte. Moi, je dessinais, disons, humblement des choses pour les comprendre, d'abord. Et je sais qu'une fois qu'on a dessiné une chose, on a une forte chance aussi de comprendre son fonctionnement. J'ai une passion spéciale pour la machine à vapeur. J'ai dessiné des plans de machines à vapeur pour reconstruire des maquettes de machines à vapeur. Et de là, je me suis cassé la tête pour réussir
entre le réel et l'échelle réduite, un 16e, de trouver le rapport possible pour arriver au résultat de l'exécution. Donc ce n'était pas un dessin pour le plaisir esthétisant du dessin. C'était un instrument pour réussir après donner l'input autour ou à la fraiseuse d'obtenir la pièce usinable. Voilà. Mais ça, c'est aussi un dessin dans lequel, une fois qu'on a obtenu le résultat, on l'apprécie autant qu'un dessin de pure intuition, genre, je ne sais pas, les danseuses. Prenez-vous le peintre que vous préférez du début du XXe siècle, qui les a mis en cercle, qui fait la synthèse du mouvement. Mais si je fais le travail réel sur les os, comme ils s'emboîtent, les muscles, quel mouvement, c'est encore plus complexe que d'obtenir la synthèse. Donc je suis disons, tranquille à ces sujets. Je ne me monte jamais la tête en disant j'ai obtenu un résultat qui est la grande intuition d'une situation. Je préfère passer d'abord dans la connaissance spécifique, humble, dure, pour pouvoir me permettre après le luxe d'accomplir, si jamais, un petit saut en avant. Grazie. Oui. Bonjour, merci. Je pense que une des questions que je me posais en regardant surtout la deuxième partie de votre conférence, je vous remercie, c'est la question de l'image, c'est-à-dire il y a la question du dessin, de comment on le fabrique, comment on le compose, mais de l'image et de comment on la regarde. Et aujourd'hui, on peut dire, on est tous intéressés de loin ou de près par les images de l'architecture ou des images d'architecture potentielles, entre autres, fabriquées par des outils numériques et qui, paradoxalement ou pas, en tout cas, elles peuvent avoir des analogies ou des rapports qui peuvent être intéressants avec certains de vos peintures, images, dessins. Je me suis demandé si vous vous intéressez à cette production qui est plutôt pas manuelle, justement, qui parfois est même qui dépasse même le contrôle de l'humain, qui est fabriqué par des outils numériques intelligents et qui fabrique parfois des mises en scène qui sont tout aussi interrogatifs, intrigants ou autrement, évidemment. Mais voilà, je me demandais si vous les connaissez, si vous vous y intéressez. Je les connais, je connais quelques images de ce genre. Je suis interpellé beaucoup, hein. Je dois l'admettre. Je ne pense pas de pouvoir les liquider en disant c'est du numérique, s'il s'agit de l'IA, loin de moi. Parfois, je suis même très fasciné parce que j'ai vu des montages dans lesquels le petit bureau, un homme assis, une fenêtre, un mur, et après j'ai vu comme il peut augmenter en sensation, en qualité, en jouant avec la lumière à l'intérieur de cette pièce. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à le faire. C'est pas dit que j'arrive. Alors, il y a quand même un moment de suspension du jugement à ce sujet. Et je ne sais pas si on aura la possibilité de nous mettre disons, à la retraite et laisser qu'il soit seulement ce monde-là qui va s'exprimer, parce que la qualité est forte, ça sans doute. Et en plus, on le sait, la machine s'améliore de plus en plus, c'est exponentiel. C'est un peu comme dans la suite de Fibonacci. Hein, une fois que les pas qu'il va accomplir. Et en même temps, j'espère qu'il restera la même distance qu'il y a entre un violon fabriqué par le biais, en ayant toutes les mesures imaginables et possibles, hein, donc parfaitement équilibré dans ses épaisseurs,
de la caisse de résonance, de la poignée, et un violon qui est fabriqué au cou de gouge, hein, et qui apparemment il a un son, une sonorité qui reste, même parce que probablement il est imparfait, il reste impayable. Alors j'espère qu'il restera toujours entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine la possibilité de définir que grâce à la petite faute que nous mettons plus ou moins volontairement à l'intérieur d'une exécution quelconque, là, il reste une fascination supérieure à celle de... Voilà, on s'est compris de quoi je parle. J'espère. Après, on verra. D'autres questions? Elle est belle. Hein? Et donc rendez-vous à la terrasse de Perret pour la mezzanine, à la mezzanine intérieure. Enfin bon.